Bienvenue dans le système. Lorsqu'un système perçoit l'invisible, la question suivante change. Vous ne vous contentez plus de demander « Que se passe-t-il » Vous vous demandez alors « Que doit faire le système dans ce cas ?» Dans le log 014, nous avons cartographié le réseau domestique. Dans le log 015, nous avons examiné la couche DNS en tant que point de contrôle. Nous abordons désormais l'architecture qui transforme l'observation en réaction. Imagine qu'un nouvel appareil apparaisse sur le réseau domestique à 3 heures du matin. Le routeur enregistre cet appareil. Le système DNS détecte ses premières requêtes. Mais si personne ne surveille l'écran, cette information reste simplement consignée dans un enregistrement. Un système peut stocker des événements. Un opérateur peut interpréter ces événements. Un moteur de règles, quant à lui, peut générer une réaction prédéfinie lorsque certaines conditions sont réunies. Événements, conditions et actions. Telle est la structure fondamentale de l'automatisation. Un nouvel appareil s'est connecté. C'est l'événement. L'appareil ne figurait pas auparavant dans l'inventaire. C'est la condition. Envoyer une notification à l'opérateur, c'est l'action. Cela semble simple, mais une règle mal configurée peut engendrer un problème plus grave que celui qu'elle est censée résoudre. L'appareil qui semble nouveau n'est peut-être pas vraiment inconnu. Le téléphone a peut-être utilisé une adresse MAC, différente pour des raisons de confidentialité. Un invité s'est peut-être connecté au réseau. Après le redémarrage du routeur, l'appareil a peut-être été enregistré sous une autre identité. Si le système prend une décision sans connaître le contexte, il peut classer un comportement normal comme une menace. C'est pourquoi l'architecte conçoit l'automatisation non pas à la hâte, mais avec prudence. La première réaction n'est pas toujours de bloquer. Parfois, il suffit simplement d'enregistrer. Parfois, il suffit d'envoyer une notification. Parfois, il s'agit d'attendre qu'une deuxième condition se réalise. La première apparition d'un appareil peut ne pas suffire à elle seule, mais le fait que ce même appareil accède à plusieurs reprises à des noms de domaine inconnus génère un trafic important pendant la nuit et tente d'accéder à d'autres appareils du réseau principal constitue un modèle de comportement différent. Un seul signal peut être faible. C'est l'ensemble de plusieurs signaux qui prend tout son sens. Les gens utilisent souvent l'automatisation pour gagner du temps. Or, dans les systèmes critiques, la véritable valeur de l'automatisation n'est pas la rapidité, c'est la cohérence. L'être humain se fatigue, son attention se disperse, il réagit différemment au même événement selon les jours. Une règle, en revanche, lorsqu'elle est correctement définie, produit la même réponse à une même condition. Mais la cohérence ne signifie pas nécessairement l'exactitude. Une règle erronée peut également donner à chaque fois la même mauvaise décision. C'est pourquoi il faut consigner non seulement ce qu'une règle va faire, mais aussi la raison de son existence. Quelle est l'origine de la règle? Quels risques réduit-elle? Quels équipements affecte-t-elle? Quelle est sa durée de validité? Comment peut-on la révoquer lorsqu'elle fonctionne mal? Si ces questions restent sans réponse, l'automatisation ne devient qu'une habitude invisible. Tout comme les habitudes humaines commencent à diriger le système lorsqu'elles ne sont pas remises en question, les règles automatisées commencent à prendre des décisions à la place de l'opérateur lorsqu'elles ne sont pas contrôlées. Un architecte système ne confie pas l'autorité entièrement à la règle. Il établit des niveaux d'autorisation.
Les événements à faible risque peuvent être enregistrés automatiquement. Les événements à risque moyen peuvent générer une notification. Les événements à haut risque peuvent déclencher une restriction temporaire. Les décisions critiques, quant à elles, peuvent attendre une validation humaine. Cette structure établit l'équilibre entre automatisation et contrôle, car un bon système n'est pas un système qui fait tout seul. C'est un système qui sait quand agir, quand attendre et quand consulter un humain. La première mission d'un moteur de règles n'est pas d'attaquer, c'est d'écouter. Il ne s'agit pas d'apprendre le comportement normal, mais de le mesurer. La différence est importante. Un système qui apprend peut créer son propre modèle. Un système qui mesure, quant à lui, collecte des données en fonction des critères que vous avez définis. Dans un premier temps, ce qui est moins complexe est souvent plus sûr. Vous commencez par collecter les événements, ensuite vous identifiez les répétitions, puis vous concevez les règles, enfin vous déclenchez les actions. C'est là l'ordre correct de l'automatisation. Sans observation, une règle n'est qu'une supposition. Sans test, une action est un risque. Sans enregistrement, le changement est invisible. Sans retour d'information, l'automatisation n'est pas un contrôle. C'est précisément là que commence l'architecture de la réaction. Pour la première fois, le système ne se contente pas de dire ce qui se passe. Il prépare également ce qui peut être fait. Pour qu'une règle soit fiable, elle doit d'abord avoir une structure claire. Qu'est-ce qu'un événement? Qu'est-ce qu'une condition? Qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce qu'une limite? Qu'est-ce qu'un retour d'information? Une automatisation qui fonctionne sans que ces 5 éléments soient définis se transforme en une commande dont on ne sait pas exactement ce qu'elle fait. Prenons l'exemple d'un enregistrement DNS. Un appareil donné tente d'accéder 100 fois au même nom de domaine inconnu en peu de temps. L'événement est la requête DNS. La condition est que la requête se répète au-delà du seuil défini. L'action consiste à envoyer une notification à l'opérateur ou à placer le nom de domaine sur une liste de surveillance temporaire. La limite réside dans le fait que la règle ne s'applique qu'à cet appareil. La rétroaction consiste à effacer l'enregistrement en cas de classification erronée et à désactiver la règle. Cette structure semble simple. Cependant, une automatisation sécurisée repose sur les détails. Le premier détail est la fenêtre temporelle. Si une centaine de requêtes sont générées en une journée, cela peut être normal. Si le même nombre est généré en 10 secondes, cela peut avoir une signification différente. Le nombre à lui seul ne suffit pas. Ce qui importe, c'est la durée pendant laquelle ce comportement s'est produit. Le deuxième détail est le seuil. Si le seuil est trop bas, le système génère des alarmes en permanence. S'il est trop élevé, il détectera trop tard les changements importants. La valeur adéquate n'est pas connue dès le premier jour. Elle est ajustée à partir des données d'observation. Le troisième détail est le délai de répétition. Un système qui envoie une nouvelle notification chaque seconde, alors que le même événement se poursuit, devient rapidement inutilisable. C'est pourquoi un délai d'attente est nécessaire. Une fois qu'une règle a été déclenchée, elle ne peut pas être réactivée avant un certain temps. Le quatrième détail concerne la priorité. Tous les événements n'ont pas le même niveau d'importance. Une requête adressée à un nom de domaine public connu peut avoir une faible priorité. La tentative d'accès au panneau de configuration d'un nouvel appareil peut revêtir une priorité plus élevée.
Si plusieurs signaux apparaissent simultanément, le niveau de risque peut augmenter. Le cinquième élément est la preuve. Une notification ne doit pas se contenter d'indiquer qu'il y a un danger. Quel appareil? À quel moment? Quel nom de domaine? Combien de fois cela s'est-il produit? Quelles règles? Quelle source de données? Pour pouvoir prendre une décision, l'opérateur doit connaître le contexte de l'événement. Sinon, la notification ne fournit pas d'informations, mais génère du bruit. L'une des formes les plus dangereuses d'automatisation est l'erreur silencieuse. Le système applique une règle. Il bloque la connexion. Il ne consigne pas l'événement. L'utilisateur ne peut pas comprendre pourquoi l'application ne fonctionne pas. On ne sait pas si le problème provient du réseau, de l'appareil, du filtre DNS ou de l'application. C'est pourquoi chaque action doit laisser une trace. L'identifiant de la règle, la cause du déclenchement, la modification appliquée, l'état précédent, nouvel état, commande de restauration. Cet enregistrement constitue la mémoire de l'automatisation. Un système dépourvu de mémoire peut répéter la même erreur à l'infini. Le mode simulation constitue une couche de sécurité supplémentaire. La règle s'exécute mais n'applique pas l'action réelle. Elle se contente d'enregistrer ce qu'elle aurait dû faire. Il ne bloque pas le nouvel appareil. Il note simplement qu'il aurait dû être bloqué. Il ne filtre pas le nom de domaine. Il signale simplement qu'il aurait dû être filtré. Cette méthode vous permet de visualiser les résultats de la règle sans causer de dommages. L'architecte commence par l'exécuter en mode ombre. Il collecte des données. Il examine les faux positifs. Il ajuste les seuils. Puis il active une action limitée. L'automatisation complète intervient en dernier, car l'automatisation n'est pas un simple bouton, c'est une chaîne de confiance. Vous devez faire confiance à la source des données. Vous devez faire confiance à la logique de la règle. Vous devez vous assurer que l'action est appliquée à la bonne cible. Vous devez tester que la boucle de rétroaction fonctionne. Si un seul maillon de la chaîne est défectueux, l'ensemble du système peut produire une décision erronée. C'est pourquoi les règles doivent être lisibles sous forme de texte. Par exemple, on peut envisager une structure comme suit. Si l'appareil source est inconnu et qu'il envoie des requêtes à haute fréquence vers de nouveaux noms de domaine pendant la nuit, génère une alerte. Cette phrase est compréhensible par un humain. Pour la machine, elle est convertie en champs structurés. Source, condition, plage horaire, seuil, action, priorité, délai d'attente, fin de délai, retour. Tout comme les règles ont une date de début, elles doivent également avoir une date de fin. Si une règle créée pour un événement temporaire est toujours active plusieurs mois plus tard, elle ne constitue plus une protection, mais génère une dette technique. Chaque règle doit être réévaluée régulièrement. Est-elle toujours nécessaire? S'applique-t-elle toujours à la bonne cible? Le comportement a-t-il changé? Existe-t-il une solution plus simple? Une bonne automatisation fonctionne de manière invisible, mais elle ne fonctionne jamais sans contrôle. Le fait qu'elle soit silencieuse ne signifie pas qu'il faille l'oublier. Le système est en mouvement. L'architecte en assure le suivi. Pour transformer l'architecture de réaction en un véritable système, il faut définir les limites avant de choisir les outils. Le blueprint d'architecture de réaction, BP016, associé à ce document, définit 4 couches distinctes. La première couche est constituée des sources de données, les enregistrements DNS, les événements des routeurs, les listes d'appareils connectés, les enregistrements des services locaux.
Le système ne récupère des données qu'à partir des sources autorisées. Pour chaque source, le format de date et d'heure, l'identifiant de l'appareil et le type d'événement sont convertis en une structure commune. La deuxième couche est le moteur de règles. Les règles ne sont pas intégrées dans le code. Elles sont conservées dans un fichier de configuration distinct. Ainsi, il n'est pas nécessaire de réécrire l'ensemble de l'application lorsqu'un seuil ou une action est modifié. Chaque règle comporte un identifiant, une description, une source de données, des conditions, une priorité, un délai d'attente et un état de validité. Le troisième niveau est constitué des adaptateurs d'action. Dans la première version, les actions doivent rester limitées et sécurisées. Créer un enregistrement local, générer un rapport JSON, ajouter à un fichier CSV, préparer une file d'attente de notification pour l'opérateur, ajouter un appareil ou un nom de domaine à la liste de surveillance. Le blocage réseau effectif doit être désactivé par défaut. La quatrième couche est le journal d'audit. Qu'est-ce que le système a détecté? Quelle règle a été appliquée? Quelle action a-t-il décidé d'entreprendre? L'action a-t-elle été exécutée? Quel en a été le résultat? Ce blueprint permet de créer la première définition de système ouvert pour Tools de Synth Rule Engine. L'outil est conçu pour fonctionner dans Termux et dans des environnements Linux standard. La première version n'est pas un micro-SaaS. Elle ne nécessite pas de compte utilisateur. Elle ne nécessite pas de connexion au cloud. Elle n'envoie pas de données vers un autre serveur. Elle lit les enregistrements locaux, évalue les règles et stocke les résultats sur l'appareil. Le système dispose de 3 modes de fonctionnement. En mode Observe, il se contente de collecter et de classer les événements. En mode Simulate, il montre quelles actions les règles entraîneraient, mais n'effectue aucune modification. En mode Active, il n'applique que les actions à faible risque explicitement autorisées. Car mettre en place un système n'est pas la même chose que lui accorder des autorisations. L'autorisation doit être accordée progressivement. Un fichier de règles type doit être lisible par l'homme. Nom de la règle, appareil source, type d'événement, fenêtre temporelle, seuil de répétition, niveau de risque, action, délai d'attente, méthode de restauration. Ainsi, l'outil n'est pas seulement un logiciel fonctionnel, mais une architecture pouvant faire l'objet d'une analyse. Tool 00C1, Synth DNS, Sentinel génère des données pour observer les comportements DNS. Tool 002, Synth Rule Engine évalue ces données en fonction des règles. Ces deux outils ne sont pas nécessairement interdépendants. Cependant, s'ils utilisent le même format de données ouvert, ils peuvent fonctionner ensemble. Cette structure modulaire permet l'ajout de nouvelles sources à l'avenir. Un journal de routeur, un contrôle de l'état d'un serveur, une modification de fichier, une réponse API, l'état en ligne ou hors ligne d'un appareil. C'est là qu'apparaît l'opportunité du micro-SaaS. La version locale fonctionne sur un seul appareil ou un seul réseau. L'utilisateur gère lui-même les règles, les enregistrements et les rapports. La couche gérée, qui pourra être proposée ultérieurement, apporte une valeur ajoutée différente, une vue centralisée de plusieurs réseaux, la gestion des versions des règles, le déploiement à distance des politiques, des rapports hebdomadaires sur les comportements, des alertes sur les nouveaux appareils, l'historique des modifications des règles, des workflows de validation au sein de l'équipe, la sauvegarde et la restauration. Cependant, la logique de base ne doit pas être enfermée derrière un mur payant. Le système de blueprint gratuit
explique comment le mettre en place. Le système d'outils locaux gratuits vous permet de l'exécuter sur votre propre infrastructure. Le micro SaaS, quant à lui, offre facilité d'installation, gestion centralisée, continuité et simplicité d'exploitation. Il ne vend pas d'informations, il gère la complexité. Par défaut, l'outil local ne doit pas effectuer d'actions irréversibles. Bloquer définitivement un appareil, supprimer une configuration, modifier entièrement un pare-feu. Ces opérations nécessitent une validation explicite, une sauvegarde et des tests. Une bonne automatisation n'est pas conçue pour exclure l'humain du système. Elle permet à l'humain de se concentrer uniquement sur les points où il doit réellement prendre une décision. L'observation répétitive est confiée à la machine. La classification est étayée par des règles. L'autorité critique reste entre les mains de l'opérateur. Dans le log 013, nous avons repéré des répétitions. Dans le log 014, nous avons rendu les connexions visibles. Dans le log 015, nous avons mis en place un point de contrôle au niveau de la couche DNS. Dans le log 016, nous avons créé l'architecture qui transforme ces observations en réactions sécurisées. Le système ne se contente plus de consigner des données, mais il ne prend pas encore de décision de son propre chef. Il observe, il compare, il propose, il agit lorsqu'il en reçoit l'autorisation. C'est cela, le véritable contrôle. Je suis l'architecte. Nous nous reverrons dans le prochain enregistrement. Le jour venu, tu comprendras pourquoi ces enregistrements existent. État du système. Actif. Protocole 016 terminé. Prochain protocole 017 état en fonctionnement.